Bonjour, je suis le docteur Sébastien Ducourtiou, spécialiste pour PVN. Bienvenue à ce webinarium sur la thématique Modifier les pratiques de classe, la classe inversée. Et pendant cette présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Les réponses seront données d'ici une semaine quand on vous enverra également l'enregistrement de ce webinarium. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, en général, l'intervention va se composer de deux parties. La première, je vais vous présenter la classe inversée, les principes. Et puis, dans une deuxième partie, vous montrer comment utiliser le nouveau manuel de PVN qui s'appelle Exploit et comment utiliser cette classe inversée avec ce manuel. Alors, les principes. Dans une classe traditionnelle, ce qui se passe, c'est que en cours, donc, nous donnons beaucoup d'informations, parfois peut-être un peu trop. Donc l'étudiant voit le temps qui passe, et puis il a son cours suivant, et puis son cours suivant. Et puis à la fin, on lui donne des devoirs qu'il va faire à la maison, mais parfois il ne se souvient plus du contenu du cours, donc il doute. Et du coup, il se démotive. Alors l'idée ici, c'est que l'enseignant est le centre du cours, l'enseignant est le point de référence pour l'étudiant. Le rôle de l'enseignant est une espèce de fournisseur de savoir ou distributeur de savoir. Et puis donc l'étudiant est plutôt passif. La discussion est en général menée par l'enseignant, s'il y a discussion. Alors l'idée de la classe inversée, c'est que l'étudiant apprenne chez lui. On lui donne des matériaux, on lui donne tout ce qu'il faut pour apprendre à la maison. Le lendemain, en classe, on fait des activités basées sur ce qu'il aura appris par lui-même à la maison. Il mettra en pratique son savoir. Et l'élève va se retrouver au centre du cours cette fois-ci, et c'est lui le point de référence parce que quand on va mener les activités, le rôle de l'enseignant sera un rôle de support et de conseil. Et donc, on aura une approche beaucoup plus personnalisée par rapport à l'élève. La discussion, elle est menée par les élèves qui auront des questions sur la mise en pratique de ce qu'ils ont appris plus ou moins bien et vont pouvoir vérifier s'ils ont vraiment acquis ce qu'il fallait. Et l'enseignant va pouvoir apporter des corrections, rediriger un petit peu l'élève. Alors, le but du jeu, c'est que ça fasse des choses intéressantes et que l'élève soit beaucoup plus motivé. Alors, les avantages de la classe inversée, en tout cas au moins en théorie, le premier, c'est que ça permet de se concentrer sur les élèves et sur l'aide aux élèves et de développer chez eux des compétences, notamment en communication. Ce ne sont pas les seuls, on a aussi ce qu'on appelle les compétences transversales qui vont être la gestion de son temps à la maison, ces stratégies d'apprentissage également. Donc tout un tas de compétences qui vont être poussées par le biais de la classe inversée. Deuxième chose, c'est justement donc cette meilleure gestion du temps de l'élève lors de son apprentissage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se concentrer totalement sur ses problèmes quand on est en classe et pas perdre de temps avec une partie qu'il pourrait très bien faire à la maison. La troisième, c'est une meilleure implication des élèves pendant le cours et avec des activités qu'ils animent, en tout cas au moins en partie. C'est également plus facile pour un élève absent de rattraper son retard. En effet, soit on lui envoie de façon informatisée le contenu du cours, donc s'il est malade, il peut quand même apprendre à la maison.
Et puis, s'il n'a pas réussi, eh bien, ça n'est pas très grave parce que pendant la phase en cours où on fait des activités, il va pouvoir apprendre par les autres élèves, d'accord, et avoir un complément d'aide également par l'enseignant. Le dernier point fort, c'est l'utilisation du numérique. Effectivement, l'idée de la classe inversée a été essentiellement pensée avec l'utilisation du multimédia, mais pas que. Enfin, plus de flexibilité dans le cours, ça permet d'arranger son cours de façon très différente par rapport à un cours classique. Alors tout ça c'est bien joli, effectivement, hein, ça reste une belle théorie, mais il y a aussi des inconvénients et il ne faut pas se voiler la face. Alors la première chose, c'est que rien ne va garantir que les élèves vont se préparer pour le cours. Vous le savez très bien, si vous donnez des choses à lire à vos élèves, par exemple, ou même simplement les devoirs, régulièrement, une bonne proportion a oublié, n'a pas eu le temps, ne l'a pas fait, etc. Deuxième chose, c'est que le succès de la classe inversée va dépendre de la participation des élèves. Et alors, vous savez très bien que par moment, c'est pas très probant au niveau de la participation. Il faut souvent aller les chercher. D'accord ? Un autre problème, c'est que certains élèves peuvent avoir un manque de matériel à la maison. Si on utilise des ressources informatiques, vidéo, de l'Internet, etc., alors si on est dans des grandes villes, très souvent, tous les étudiants sont équipés, mais ça n'est pas le cas nécessairement pour tous. Et donc, à ce moment-là, il faudra trouver des solutions d'appoint pour pouvoir compenser. Un autre problème, c'est que certains parents peuvent refuser que les enfants passent plus de temps à apprendre à la maison et à passer du temps devant les écrans. On peut avoir une règle stricte à la maison chez les parents en disant, voilà, 1 heure devant l'écran, c'est un peu exagéré, par exemple. Hein. Je dis 1 heure, ça peut être moins, ça peut être plus, mais il peut y avoir une certaine résistance de la part des parents également. Ça demande aussi beaucoup de préparation au départ si on inverse tout le cours. D'accord ? Donc, que ce soit pour trouver les matériaux, choisir les ressources, et même si elles sont là, réfléchir comment mettre ça en application pendant son cours. Alors, pour organiser une classe inversée, on a 4 étapes. La première étape, on va présenter le sujet aux élèves. Alors, ça peut se faire de différentes façons. Ça peut être un simple courriel qui va annoncer ça aux élèves, ou pendant un cours, oralement, on va indiquer, voilà, qu'est-ce que nous allons faire, pourquoi on va le faire, comment on va le faire. On va donner le lien vers les ressources ou donner les ressources elles-mêmes si ce sont des ressources de type papier, par exemple, et tous les matériaux nécessaires pour pouvoir apprendre à la maison. Puisque je rappelle, l'objectif, c'est quand même que cette phase d'apprentissage, cette phase de découverte, se fasse à la maison. La deuxième étape va être la préparation des élèves et elle se fait évidemment à la maison. Donc à la maison, donc, les élèves peuvent regarder des vidéos, peuvent devoir répondre à certaines questions. On va essayer de les pousser aussi à la recherche de l'information, qui est une compétence transversale très importante de nos jours, savoir chercher, savoir utiliser des mots-clés, savoir trouver ce qu'il nous manque, notamment par le biais de l'Internet. Il s'agira donc de comprendre ou de lire un texte, faire des exercices, absorber un contenu de cours, écouter un podcast ou réviser à l'aide de cartes mentales, d'autres documents. L'avantage, c'est la flexibilité du type de support que l'on peut donner. La troisième étape sera le cours qui va suivre. D'accord ? Donc, les étudiants se sont préparés à la maison. Et une fois arrivés en classe, eh bien, ils vont discuter de ce qu'ils ont appris à la maison, ou pas.
ceux qui n'ont pas travaillé ou ceux qui étaient absents vont pouvoir en profiter pour découvrir de façon un petit peu heuristique ce qu'il y avait à comprendre. On peut faire des ajustements à ce moment-là pour voir si les étudiants ont effectivement bien compris ou s'il y a des choses à recorriger, à remodifier. S'ils ont des doutes sur ce qu'ils ont étudié, c'est le moment où ils peuvent poser les questions, demander à leurs camarades. C'est un moment aussi où on va encourager la coopération entre les élèves, qui est quelque chose qui parfois manque beaucoup à l'école. Plusieurs études montrent que très souvent, les élèves, notamment au lycée, préfèrent travailler seuls et ne travaillent pas beaucoup en groupe. Donc là, c'est un bon moment pour encourager ce type de travail. Effectivement, l'enseignant peut décider de donner lui-même les réponses aux questions, mais il peut aussi passer par une forme de brainstorming, remue-ménage, comme disent les Canadiens, de façon à voir si les élèves peuvent se transmettre de l'un à l'autre des informations qui leur manqueraient. Et ceux qui n'ont pas étudié la leçon à la maison, donc suivent le débat en classe, ou au contraire donc visionnent le matériel en classe, là c'est en fonction des proportions, c'est en fonction de l'animation, en fonction de la motivation. Et alors il y a une quatrième étape qui consiste à faire donc des activités, parce qu'une fois qu'on a fait le point un petit peu sur les éléments de savoir qui nous intéressent, il s'agit de mettre ça en pratique. Pour mettre ça en pratique, on va créer des activités collaboratives. Le but du jeu, donc, c'est de mettre en pratique ce savoir et de faire travailler les élèves ensemble. Alors que ce soit en paire, que ce soit en groupe, on peut diviser la classe en deux. Tout va dépendre des objectifs donnés par l'enseignant, du type de tâche, de ce qui se prête le mieux. Et à la fin, donc, les élèves montreront leurs résultats au reste de la classe. Ça permet également aux élèves de s'habituer à parler un petit peu en public, chose qu'ils font assez peu souvent, de montrer ce qu'ils ont réussi à accomplir par eux-mêmes, par le biais des tâches, et donc montrer le résultat de leur travail. Alors, comment bien créer une activisation? Parce que ça demande quand même certaines techniques. Dans l'étape 1, pour la présentation du sujet, il ne faut pas oublier que ce qui est demandé doit avoir du sens. D'accord? On insiste bien sur cet élément pratique de la langue. La langue est un outil, d'accord, qui permet d'arriver à des objectifs. Donc il faut comprendre pour quelles raisons on fait quelque chose, et normalement, ça augmente la motivation, parce qu'on voit que ce n'est pas juste voilà, le truc de la page 5, un exercice répétitif, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais pourquoi je dois utiliser le passé, mais pourquoi je dois utiliser les directions, à quoi ça va me servir. Donc on se portera sur des tâches aussi authentiques que possible et proches de l'environnement des élèves. Deuxième étape dans la préparation des élèves, il va falloir faire attention à ce que le volume de ce qui est donné ne soit pas trop grand pour le temps qui est donné. Le but du jeu, ce n'est pas d'éliminer la vie sociale de l'élève, ce n'est pas de le dégoûter avec une surcharge de travail, et puis vous savez très bien que si on donne trop à faire, beaucoup vont être découragés. Alors, on peut avoir l'effet inverse, certains vont peut-être être motivés, mais a priori, ça ne risque pas d'être la majorité des élèves. Alors, si on a un volume qui est important, à ce moment-là, eh bien, on le divise. L'avantage du nouveau programme en ce qui concerne les langues étrangères, c'est que les objectifs sont moins ambitieux en termes de niveau, puisqu'on parle d'arriver au niveau A2+. Mais le point positif pour ça, c'est qu'on a du temps. On a du temps et on peut se permettre maintenant de faire des activités, de faire des projets.
Et puis ici, d'utiliser le temps à la maison, par exemple, pour regarder des vidéos ou des choses comme ça. Donner plus de temps est dangereux. Si on a un gros volume, qu'on dit voilà, on va vous donner une semaine, c'est dangereux parce que vous savez très bien que beaucoup d'élèves feront de toute façon les choses à la dernière minute et ça ne va servir à strictement rien. D'accord ? Donc il vaut mieux quand même diviser par étapes plutôt que de donner plus de temps pour réaliser quelque chose. Pour la troisième étape, dans le cours suivant, donc on est dans cette période de, comme je l'ai dit, remue-ménage, brainstorming, qui va laisser place à ce partage des informations et puis qui va permettre de répondre aux questions qui se posent, aux choses qui ne sont pas claires. Là, j'insiste bien encore une fois, il faut montrer que la langue est bien un outil pour arriver à des objectifs. Alors, dans les activités collaboratives, la mise en autonomie va être relativement importante. Alors, il s'agit d'une semi-autonomie, en réalité, puisqu'on fixe un cadre, d'accord ? On fixe des objectifs, des directives, et l'enseignant est là comme support, comme conseil. Alors, la façon de créer les différents groupes de travail va beaucoup influer sur la qualité de ce qui va en ressortir. Et là, la connaissance de l'enseignant des forces et des faiblesses de chacun de ses élèves va être primordiale. Le mieux étant souvent de coupler des gens qui sont plutôt faibles dans certains domaines avec d'autres qui sont plus forts dans ce même domaine, de façon à essayer de créer une émulation, de façon à ce qu'il y ait une répartition des rôles. Tout le monde n'est pas à l'aise, par exemple, pour parler en public, mais peut-être quelqu'un préfère préparer des présentations, des choses comme ça. Donc, on va coupler les groupes de façon à utiliser les forces et les faiblesses, compenser les faiblesses des élèves. Et si on voit qu'un groupe est un petit peu trop motivé, on va dire, fait un petit peu le souk, comme on dit, bon, on a toujours le moyen de changer un petit peu le groupe, de mixer un petit peu plus la classe de façon à casser certains groupes qui peuvent ne pas marcher. Là, c'est la décision entière toujours de l'enseignant et c'est un rôle de gestion de la classe pur et simple. Alors la motivation, il faut se souvenir de plusieurs choses. Il y a plusieurs éléments. Le premier élément, ça va être la perception de la valeur de l'activité. C'est la question, à quoi ça peut bien servir, quel est le but ? Un élève qui comprend à quoi ça sert, comme je l'ai dit précédemment, a priori, va être plus motivé. Alors, c'est vrai que nos élèves peuvent apprendre pour l'amour d'apprendre, qu'il peut y avoir une volonté d'approfondir ses connaissances. On a tous des élèves comme ça, bien sûr. Mais il va falloir que les objectifs qui sont donnés soient clairement définis, de façon à ce qu'ils ne soient pas perdus, qu'ils sachent à quoi ça sert. Deuxième élément de motivation va être la perception de la compétence. En gros, c'est quelle image de l'élève, quelle image a l'élève, de sa propre capacité à réussir l'activité. C'est la perception de soi. Vous savez très bien que vous avez des gens qui ne croient pas beaucoup en eux, à l'inverse, des gens qui sont trop confiants. Alors on va devoir essayer de renforcer la confiance en soi chez certains élèves, d'accord ? Le conforter dans l'idée qu'il est capable d'atteindre le but qui est fixé. Et puis, pour ceux qui sont trop confiants, montrer, oui, mais attention, regarde, il y a peut-être des petits soucis qui peuvent arriver. Est-ce que tu es réellement prêt ? Vous voyez ? Donc, savoir qu'on est capable de faire quelque chose, que l'activité n'est pas trop difficile, va être un élément également de motivation chez l'élève. Troisième élément, ce qu'on appelle la perception du contrôle. Ici, il va s'agir simplement de l'évaluation. Comment je vais être évalué ? D'accord ? Est-ce que ça va être juste par rapport à ce qu'on a fait ?
Et donc ici, il va falloir adapter l'évaluation que l'on va faire du travail, si on décide de donner une note, avec des critères qui soient clairement définis également pour les élèves. Donc avec ces trois éléments, pendant les activités ou les projets que l'on va réaliser pendant la classe inversée, il va falloir donc poser clairement les objectifs, montrer à quoi ça sert, montrer que tout le monde est capable d'y arriver, et enfin de montrer que s'il y a une évaluation, elle sera juste et basée sur des critères objectifs. Alors, la classe inversée et exploit. Exploit contient des éléments de classe inversée. D'accord ? Ces éléments viennent en complément d'une approche plus traditionnelle. D'accord ? La classe inversée dans exploit est une évolution, ce n'est pas une révolution. Et les élèves gardent leurs repères, mais on peut introduire, si on le souhaite, un changement de dynamique de classe et donc commencer à introduire des éléments de classe inversée. Vous, enseignants, restez complètement libre d'utiliser ou pas ces éléments de classe inversée. Vous pouvez très bien utiliser exploit de façon complètement traditionnelle ou alors de vouloir tester des éléments de classe inversée pendant vos cours. Vous êtes le seul maître à bord, ce n'est pas une méthode qui va définir ce que vous devez faire en cours. Vous êtes 100% maître à bord. Alors, dans le cahier d'exercice, ici, je vous donne un exemple de page du cahier d'exercice. Vous avez une présentation de ce qu'est la classe inversée, expliquée en langue polonaise pour les élèves. Alors, en langue polonaise, pourquoi ? Parce que dans le nouveau programme, nous partons soit d'un niveau 0, soit d'un niveau A1. D'accord ? Et donc, pour un concept tel que la classe inversée, on doit quand même passer par la langue maternelle. Alors, sur la présentation du sujet, c'est intégré à l'intérieur. Pour la deuxième étape, la préparation des élèves, on a donc dans ce cahier d'exercice plusieurs éléments qui sont donnés. Vous avez donc une recherche en autonomie. Alors ici, dans cet exemple, avant de regarder, parce qu'il y a des vidéos qui sont disponibles sur un CD ou en ligne, qu'on peut télécharger et on peut donc y avoir accès. Avant de répondre à des questions, on va avoir, par rapport à la vidéo, on va avoir des choses de découverte en autonomie. Sur, ici, la ville de Lyon, d'accord ? Donc ça va demander à l'élève des recherches sur Internet, entre autres, mais pas forcément, d'accord ? Ça peut être par des encyclopédies papier ou autres, mais on va avoir une recherche en autonomie qui va être poussée. L'intérêt ici, c'est d'éveiller la curiosité de l'élève, et puis qu'ils se baladent comme ils veulent parmi les informations qui sont disponibles. Alors ensuite, il y a une vidéo à visionner, donc on va voir un peu plus tard à quoi ça ressemble. Et enfin, des questions de compréhension par rapport à cette vidéo. Donc tout ça se fait à la maison si on décide de le faire en classe inversée. Ça peut se faire en classe si on décide de continuer de façon complètement traditionnelle. C'est vraiment au choix. Il y a des éléments ensuite pour savoir ce qui sera fait en classe si on choisit l'approche de classe inversée. D'accord ? Maintenant, si on fait tout en classe, parce qu'on estime qu'on a suffisamment de temps, il n'y a aucun souci, on le fait également en classe. D'accord ? On fait toutes les étapes. Alors justement, voilà un exemple de vidéo que nous allons visionner ensemble. Bonjour, on va à Lyon. Lyon est la capitale de la région Rhône-Alpes.
Elle se trouve au confluent de 2 fleuves, le Rhône et la Saône, et sur 2 collines, Fourvière et la Croix-Rousse. C'est une ville dynamique avec des bâtiments ultra-modernes, comme la tour de la Part-Dieu. À Lyon, vous pouvez visiter les sites de l'époque romaine. Puis, la basilique de Fourvière, qui domine la ville. Il faut se promener dans les quartiers de la Croix-Rousse et se perdre dans les traboules, les petites rues étroites. En décembre, c'est la fête des Lumières. Pendant 4 jours, les Lyonnais illuminent leurs fenêtres et de grands artistes mettent en scène des spectacles lumineux sur les façades des monuments. Pour manger, je vous conseille d'aller dans un bouchon, un restaurant traditionnel. Bon appétit! Ah, n'oubliez pas de rendre visite à Guignol, le Lyonnais le plus célèbre. Il est maigre, il porte un petit chapeau et il a une longue tresse noire. C'est une marionnette. Regardez, il a l'air sympathique, non? Donc on va voir plusieurs éléments de ce type qui vont être présents dans la vidéo. Alors, tout ça permet en autonomie de faire, comme je l'ai dit, des pauses, revenir en arrière, de s'entraîner à la compréhension orale en solo. Si vous décidez que c'est mieux de le faire en classe, encore une fois, libre à vous. Vous pouvez aussi le refaire en classe. Maintenant, on perd un petit peu un élément d'intérêt qui est la recherche en autonomie, parce que peut-être ils vont être motivés pour chercher un petit peu plus. Ah mais ça, qu'est-ce que c'était? Les traboules, j'ai pas bien compris. Je vais regarder, alors que ce soit sur Wikipédia, sur des sites, sur Lyon, etc. Voilà, ils peuvent regarder par eux-mêmes, chercher, trouver. D'accord? Et donc, ils ont ce questionnaire qui suit cette vidéo, où on va leur poser quelques petites questions et on va voir s'ils ont bien compris. Le cours suivant, donc on a cet élément après la vision avec des instructions en polonais que les élèves ont. Et donc, normalement, ils ont déjà fait connaissance de ce qui va être fait en classe et ils peuvent se préparer en avance pour le cours, chercher chez eux des structures, des mots, peut-être. Alors, là, je sais que c'est le point le plus problématique. Est-ce que vraiment, ils vont avoir cette volonté de chercher par eux-mêmes du vocabulaire, des expressions, des formules? Certains élèves, oui, vous savez bien, qui veulent briller devant les autres, etc. D'autres, peut-être pas. Donc ça, c'est une étape qui peut se faire autrement en classe. Ils vont avoir aussi dans le cahier d'exercice du vocabulaire qui est donné. Et là, on peut travailler en groupe, par exemple, avec des dictionnaires ou autoriser, spécifiquement pour ce cours, des appareils connectés. D'accord? Si vous avez un Wi-Fi à l'école, voilà, ou un ordinateur de classe, alors on peut réfléchir à ce moment, si on a un seul ordinateur avec visioprojecteur, on peut demander aux élèves de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut chercher, comment on peut chercher, qu'est-ce qu'il manque. C'est toujours cette idée de l'enseignant qui va guider, qui va conseiller l'élève, mais c'est l'élève qui va montrer de quoi il a besoin, qu'est-ce qui lui est nécessaire, qu'est-ce qui lui semble nécessaire. Alors évidemment, parfois ils n'ont pas trop d'idées, alors on peut donner des suggestions. On peut intégrer ici aussi des structures grammaticales, les expliquer, éventuellement compléter avec des exercices plus traditionnels pour voir comment ça fonctionne. Si on a le temps, on peut les laisser tester des hypothèses sur les règles grammaticales qui s'appliquent dans une structure. Ça, c'est aussi une possibilité.
Ou alors, on peut avoir décidé en avance à la maison de leur donner un petit dossier sur certaines structures qui peuvent être intéressantes pour la suite. En général, donc, l'enseignant intervient dans les groupes, encore une fois, pour aider et stimuler la réflexion. Alors, on a toujours aussi, parfois, si on a des classes un peu agitées, ce rôle de shérif, d'accord ? Alors, dans cette réflexion de groupe, est-ce qu'il faut bannir la langue maternelle? Alors, à ce niveau, que ce soit A1, A2+, ou moins, évidemment non. Évidemment non. Maintenant, il faut avoir cette curiosité chez les élèves qui va être générée, créée par l'enseignant pour les structures de langue. Parce que le résultat final, de toute façon, doit se faire en langue française. Donc l'objectif, ça reste quand même l'utilisation de la langue pour faire quelque chose de très concret. Ici, par exemple, donc, on va pouvoir expliquer des choses par rapport à une ville que l'on ne connaît pas, qu'est-ce que l'on fait, comment on le fait, voilà, comment on peut décrire la ville, comment on peut demander une direction, comment on peut chercher un plan, comment... Il y a de multiples applications pratiques. Les élèves ont tous été confrontés, ou presque, à la découverte d'un nouvel endroit. Et donc, ce sont des questions pratiques qui se sont posées à eux de façon très concrète dans leur propre langue. Alors maintenant, il s'agit de leur montrer que ben voilà, ça c'est transposable à un autre environnement avec une autre langue. D'accord ? Alors, ensuite, on a les fameuses activités collaboratives. Alors, ça peut être des activités, ça peut être des tâches, d'accord ? Alors, on retrouve dans le manuel des tâches authentiques. Alors, ces tâches authentiques vont être présentées de la façon suivante. On a les compétences qui sont visées. Alors, ces compétences, c'est pour montrer à l'élève que, en faisant ça, eh bien, il va acquérir un certain savoir-faire et pas juste du savoir. Et donc, que ça va être important pour lui, pas uniquement dans le cadre de cette thématique, mais que c'est quelque chose qui va être utile pour la suite, pour d'autres choses encore. On a les instructions donc du travail en groupe, et des outils linguistiques qui sont donnés, on a des étapes qui sont données, d'accord ? Et donc, on peut très bien laisser en autonomie les groupes, préparer donc les différentes étapes, là encore, que ce soit avec les outils additionnels qu'ils ont eus avant chez eux, d'accord ? Donc avec la vidéo, avec les petits exercices qu'ils ont eus, avec les structures grammaticales qui auraient pu être données par l'enseignant. Et puis, ben, ils vont pouvoir pratiquer l'utilisation donc de ces différents outils, alors pas forcément tous, mais au moins certains, pour arriver à l'objectif final. Ces activités en tâches donc, ont d'abord pour but de pousser à ce travail collaboratif qui, parfois, je trouve en Pologne, manque assez cruellement. Je le remarque également à l'université où j'enseigne, d'accord ? On ne les fait pas assez collaborer. Alors souvent, jusque-là, c'était pour des impératifs, évidemment, de préparation au Matura. Et on n'avait pas le temps de faire ça, encore une fois. Maintenant, avec les nouveaux programmes, au moins, on a plus de temps pour le faire. L'autre chose, encore une fois, donc stimuler cette autodécouverte par les élèves, cette capacité à chercher par eux-mêmes certains outils, certaines informations, certaines techniques. Alors, que ce soit par eux-mêmes, que ce soit en collaborant avec les autres élèves, que ce soit en demandant à l'enseignant, mais c'est utiliser tout ce qui est disponible autour pour pouvoir arriver à l'objectif.
Savoir réutiliser ses connaissances, alors évidemment, ce n'est pas forcément avec les connaissances qu'ils ont obtenues pendant la préparation qu'ils vont pouvoir s'en sortir, mais également ce qu'ils ont connu précédemment. Ça peut être aussi ici la connaissance d'autres langues. Vous verrez que dans Exploit, de temps en temps, on a des choses avec d'autres langues que le français et le polonais. Savoir planifier ses actions, d'accord, et montrer la langue en tant qu'outil. En général ici, donc cette chose compétence du XXIe siècle, qui sont les compétences visées, ce sont les compétences stratégiques, discursives et interculturelles également. Pour aller plus loin, donc on a ici la présentation de chapitres qui va indiquer quels éléments culturels vont être abordés dans le chapitre, quelles stratégies d'apprentissage vont être visées et quels sont les mots-clés vraiment à avoir pour cette unité. Alors vous remarquerez que les objectifs stratégiques sont énoncés ici en langue polonaise et qu'on essaie une appropriation par l'élève. Ce sont moje stratégie. Okay? Ce ne sont pas stratégies simplement, c'est moje. Okay? C'est qu'est-ce que moi je vais obtenir par rapport à ça. On essaye de centrer au maximum sur l'apprenant. Ces mots-clés, ils savent tout de suite, ce sont les choses dont ils auront besoin. Alors ici, on a courriel, rencontrer, club webzine, âge, copain, adresse, nationalité, nom, prénom, lycée. Je vous rappelle, on est sur un niveau A1. D'accord ? On a des éléments culturels qui sont donnés. Donc ici, je vous montre un exemple où on présente la structure de l'enseignement en France. Et alors, ces parties culture qui ne sont pas normalement ici dans les points classe inversée peuvent très bien être réutilisées aussi pour faire de la classe inversée. En donnant des liens sur les points abordés, par exemple sur les différences entre l'enseignement en France et en Pologne. Et puis on peut imaginer une tâche pour les élèves pour réutiliser un petit peu ces connaissances culturelles, fixer les connaissances et aller plus loin. Alors par exemple ici, on peut demander aux élèves de montrer à un Français quels sont les points communs entre les deux systèmes d'enseignement, d'accord ? Et puis les différences entre les deux systèmes scolaires. Alors, j'ai eu ce type de cas, par exemple, dans une classe de primaire, où les élèves de l'école primaire correspondaient avec un collège en France, et les collégiens français étaient très étonnés qu'il n'y ait pas de collège, que ce soit une école primaire. Alors, les élèves polonais ont dû expliquer que, eh bien, maintenant en Pologne, il ne va pas y avoir de collège, que l'enseignement dans le primaire dure plus longtemps et qu'on a une partie aussi qui est transférée sur le lycée. Donc montrer que les deux systèmes sont un petit peu différents. Et en quoi ? D'accord ? Et alors, si on veut quelque chose d'écrit, on peut demander, par exemple, ici on a un mot, le mot du proviseur, on peut demander de rédiger le mot du proviseur polonais. Voilà. Qu'est-ce qu'on dirait en Pologne par rapport à la tâche du proviseur, à la présentation du lycée ou du collège ou de l'école primaire en ce qui concerne les Polonais, d'accord ? Et donc ça permet un petit peu de comprendre que notre environnement peut être parfois un peu différent dans un autre pays. Alors toujours pour aller plus loin, on a des fiches appelées « Je révise ». Alors on peut voir que dans ces fiches « Je révise », nous avons ici par exemple comment saluer, comment prendre congé, demander et dire l'âge de quelqu'un. Donc des éléments de conversation très standards, d'accord ?
avec différentes formulations. Alors, on peut travailler avec ça sous forme de jeu de rôle. On peut activiser cette révision, d'accord? Donc, par exemple, mettre en paires. Alors, ça peut être des paires qui passent devant la classe, ça peut être plusieurs paires qui fonctionnent en autonomie, et puis ensuite, on regarde ce que les uns ont fait, ce que les autres ont fait. Si on a du matériel vidéo, on peut très bien tenter d'enregistrer quelque chose, et puis ensuite commenter. Il y a énormément de possibilités qui sont offertes ici. Et traditionnellement, en général, cette partie je révise, elle est simplement laissée à l'élève pour voir à la maison comment réutiliser ça dans des exercices. Mais encore une fois, est-ce que l'activisation ne va pas être meilleure dans ce type de contexte? Et je rappelle aussi qu'un des buts de l'activisation, c'est d'ancrer beaucoup plus facilement dans la mémoire des élèves les différentes connaissances. Quand on agit, on se souvient beaucoup mieux des choses que quand on lit simplement. La mise en pratique d'un savoir, je l'ai fait par moi-même, permettra d'ancrer beaucoup plus profondément les connaissances, d'accord? Et aussi de montrer en quoi c'est utile. Toujours cette notion d'utilité qui va augmenter la motivation chez l'élève. Donc vous le voyez, même si dans le manuel exploit, nous avons certains points qui sont consacrés spécifiquement à cette classe inversée, les autres éléments de type les pages culturelles, de type je révise, ou même simplement la page d'introduction à l'unité, sont des éléments qui pourront être réutilisés, si on le souhaite, sous forme d'activité, sous forme de classe inversée. N'oublions pas un élément fondamental, c'est que maintenant, l'enseignant n'est plus la source ultime de savoir. L'enseignant reste un spécialiste dans son domaine, mais il n'est plus la seule source de savoir à cause de l'Internet et des nouvelles technologies. Vous le savez très bien, peut-être s'il vous est arrivé d'avoir des élèves qui vous corrigent en cours parce que les petits malins ont recherché sur Internet des trucs, etc. D'accord ? Et donc, on est plus dans un rôle d'expert que de mentor tel que c'était autrefois. On n'est plus sur le paradigme du savoir, mais sur le paradigme ici de la compétence. Et donc, j'insiste bien sur ce côté où on a un travail collaboratif, où on a l'apprenant, l'élève, qui apprend par lui-même en partie, et ce rôle de guide qui est très important, d'accord, de l'enseignant. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette classe inversée. L'idée, évidemment, n'est pas ni nouvelle ni révolutionnaire. Elle est encouragée notamment par les contenus multimédia. Alors, il y a un dernier petit point ici que je voudrais rappeler, c'est concernant vos droits, concernant l'utilisation du multimédia. Je vous rappelle que le droit d'auteur polonais, depuis déjà les années 90, permet aux enseignants d'utiliser énormément de types de matériaux sans avoir de problème de droit d'auteur si c'est à visée didactique, que ça se fait dans le cadre du cours, d'accord, et que ça se fait évidemment gratuitement et pour notre classe. Donc si vous avez tous ces éléments, vous pouvez utiliser n'importe quelle vidéo que vous avez trouvée sur YouTube, etc., et même les archiver. Et donc, du coup, ce que vous pouvez utiliser pour une classe inversée est beaucoup plus gros. En ce qui concerne les films, par exemple, on peut très bien aussi demander à visionner donc, certaines vidéos à la maison et pas perdre ce temps de vision pendant la classe, consacrer ce temps de visionnage à autre chose, peut-être plus utile et plus intéressant pendant le cours. Laissez ça pour la maison, justement. Voilà. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que les questions que vous pourriez vous poser, vous pouvez les poser sur le chat
Alors, je préfère en français, évidemment, mais vous pouvez le faire également en langue polonaise. Et d'ici une semaine, donc, nous enverrons les réponses aux questions. Voilà. Je vous remercie beaucoup.